Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler box-office, pour vous parler actualité, pour vous parler news, parce que dans les derniers jours de 2021 sont sortis deux des films les plus attendus de cette année-là, à savoir Spider-Man No Way Home et Matrix 4, Matrix Resurrections. Et bah tout simplement ils ont réalisé des performances très différentes au box-office, il est intéressant de les analyser parce que on croit que ça nous dit beaucoup de choses, et bien de l'évolution de la salle, du cinéma ces derniers mois, ces dernières années, et surtout alors qu'on est encore en pleine crise sanitaire, ou en tout cas que la crise sanitaire a toujours des conséquences sur l'existence des salles de cinéma. On va donc analyser tout ça. Avant, un petit préalable pour rappeler deux, trois bricoles. L'idée n'est pas de faire des critiques de ces films, on n'est pas là pour dire l'un est bon, l'un est mauvais, les deux sont bons, les deux sont mauvais, ou que sais-je. De même, ce n'est pas parce que la critique aime un film qui fonctionne au box-office, ou parce qu'elle ne l'aime pas qu'il fonctionne, enfin bref, il n'y a pas de lien entre ça. De même que, je suis navré de vous le dire, ce n'est pas parce qu'un film est bon qu'il marche, ni parce qu'il est mauvais qu'il marche. Déjà pour une raison toute simple, c'est que vous remarquerez que vous payez votre ticket de cinéma en général avant de voir le film. Donc vous ne faites jamais que voir un film en espérant qu'il vous plaira, mais voilà, la qualité, la réussite d'une œuvre, en plus d'être, on va dire, une somme de critères très subjectifs, et qui sont évidemment toujours discutables, c'est pour ça qu'on vous encourage vous-même à aller regarder les films en salle et à vous faire votre avis, eh bien, la qualité d'une œuvre n'est en général que très peu liée à sa performance au box-office. Cela étant dit, alors, comment ça s'est passé pour Matrix 4 ? Eh ben Matrix 4, mes petits cocos, c'est la piquette, c'est une catastrophe industrielle, c'est un échec cinglant, puisque à l'instant où nous enregistrons cette vidéo, le film est à peine à 105 millions de dollars amassés au box-office à l'international. 75 dans le reste du monde, enfin ce qu'on appelle le reste du monde, et à peine 30 aux États-Unis après 2 week-ends, et encore il a fait une énorme chute, une énorme baisse de fréquentation pour son second week-end d'exploitation. C'est donc littéralement un départ absolument catastrophique, sachant que le film aurait coûté hors promotion environ 190 millions de dollars, ce qui veut dire que on ne doit pas être très loin des 350 au total, voire même un petit peu plus. Donc en gros, pour espérer ne pas perdre d'argent, ce qui aurait déjà été un résultat catastrophique, un gros flop, il aurait fallu que le film rapidement soit en mesure de rassembler environ 400 millions de dollars. Alors attention, il n'est toujours pas sorti en Chine. Est-ce que c'est de nature à on va dire, transformer cet échec cinglant en réussite, ou au moins à sauver les meubles? Eh ben c'est même pas dit. Parce que, alors certes, le film a un avantage, c'est qu'il y a ces derniers temps peu de films, peu de blockbusters américains qui sont sortis en Chine, et que donc il aura peut-être une concurrence un peu moins rude en matière de blockbusters. Néanmoins, rien n'indique que les Chinois soient particulièrement curieux, qu'ils aient une énorme appétence pour la franchise Matrix, et en plus de ça, tout simplement le film est déjà massivement piraté, très facilement disponible en ligne illégalement, et il y a fort à parier que les mêmes causes et les mêmes conséquences, parce qu'en effet, c'est bien ce piratage qui est une conséquence directe de son mode de sortie qui a en grande partie sabordé le film. En effet, il semble qu'il y ait 3 écueils particuliers, 3 écueils manifestes qui permettent d'expliquer ou de comprendre pourquoi le film s'est vautré comme un fan de saucisses de Meurthaud qui irait à un concours de pâtisserie vegan, quoi. Donc, quels sont les problèmes auxquels le film fait face ? Tout d'abord, c'est son mode de sortie, ce qu'on appelle le day and date, c'est-à-dire le fait de sortir aux États-Unis simultanément en salle et sur la plateforme HBO Max, qui est la plateforme maison du studio Warner. On le sait maintenant parce que le studio a appliqué ça pendant toute l'année 2021. En fait, c'est un système qui n'est pas tant fait pour que les films marchent le mieux, mais plutôt qui est fait pour permettre à ces plateformes de croître, d'avoir, on va dire, de très forts arguments, parce qu'en plus de ça, contrairement à Disney, qui vous fait payer du rab quand il sort un gros film sur sa plateforme, HBO Max ne fait pas payer de surcoût, ne fait pas payer de deuxième tarot quand un de ses gros films sort sur HBO Max le même jour que sa sortie salle. Donc du coup, on l'a vu, ça a des effets catastrophiques sur la fréquentation. Il y a bien que Dune, chez Warner, qui a réussi à s'en tirer. Alors certes, il y avait aussi Kong versus Skull Island. On n'est pas à la même période, là, littéralement. Voilà, le film s'en était pas trop mal tiré, mais surtout, j'ai envie de dire, on est tout à fait en droit de se demander, et pour Dune et pour Kong, non pas Kong Skull Island, qu'est-ce que je raconte, Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong, on est en droit de se demander quel chiffre auraient réalisé ces productions si elles n'avaient pas été en day and date. Parce que le problème du day and date, c'est que vous enlevez un peu de la notion événementielle, impressionnante de la sortie salle. Le film est donc littéralement, simultanément à son jour de sortie, disponible illégalement et dans une qualité de fichier admirable.
Donc, bah, tout simplement, voilà, ça a été une boucherie sans nom pour Matrix, et c'est le principal écueil à sa sortie et à ses chiffres assez minables. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a également une très mauvaise appréciation de la part de Warner. Alors, c'est très facile à dire une fois que le film est sorti, hein, on est bien d'accord. C'est toujours plus facile de juger la stratégie des gens quand on en a vu les résultats. Néanmoins, je crois qu'il y a eu une grosse erreur d'appréciation sur la valeur commerciale, je parle évidemment pas de valeur artistique, de la franchise Matrix. Pourquoi? Certes, le premier est un film culte, légendaire, un succès énorme qui a eu une influence aussi bien technologique, économique et artistique, mais monstrueuse sur le cinéma international. Mais ça, c'est le premier film. Dès le deuxième, le public a très mal réagi à la proposition des sœurs Wachowski. Le troisième, ça a été encore pire. D'ailleurs, le troisième s'était déjà planté au box-office. Donc, on a une saga qui a quand même, on va dire, qui s'est pas mis ses spectateurs dans la poche. Quand bien même c'est une saga brillante, et quand bien même vous avez intérêt à aller remater cette trilogie qui est dispo sur Netflix, ça tombe bien, et qui est brillante de bout en bout. Néanmoins, pour une large partie du public, il y a eu mal donne et il y a eu trahison. Donc pas forcément une énorme envie de se prendre un quatrième épisode, surtout quasiment 20 ans après le premier. C'est ça, après le troisième, pardon, parce que donc oui, c'est ça, il y a eu 18-19 ans entre Matrix Revolution et Matrix Resurrections. Bah forcément, vous arrivez avec une franchise qui est, me semble-t-il, démonétisée. Si on ajoute à ça que la partie du public cinéphile qui pourrait se dire « Tiens, mais si quand même, moi j'ai envie de voir un nouveau Matrix », bah n'oublions pas que les sœurs Wachowski, elles ont énormément déçu le public aussi sur leur dernier film, que ce soit Speed Racer, Cloud Atlas ou le génial Jupiter Ascending. On a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est en description de cette vidéo, c'est super, vite, foncez. Bah tout simplement, à chaque fois, le grand public et une large partie même du public cinéphile ne s'est pas retrouvé dans leur proposition. Donc tout simplement, bah, il n'est pas foncièrement étonnant, alors surtout quand il n'y en a plus qu'une derrière la caméra, bah, il n'est pas très étonnant que le film ait eu du mal à fédérer. Et si on ajoute à ça, et on va dire sans faire un jugement du tout de qualité, moi je fais partie des gens qui apprécient le film, mais un film qui en plus, comme Matrix 4, prend vraiment son public à rebrousse-poil, parce que quand même sa première demi-heure à lui dire qu'est-ce que vous m'avez emmerdé, vous êtes de sacrées têtes de con, bon, forcément c'est compliqué de faire un gros score. Bah la preuve, Matrix 4 est une énorme plantade. Une énorme plantade aussi parce que le film est sorti à peine 2 semaines après un certain Spider-Man No Way Home, et que ça aussi, ça pouvait sembler une erreur stratégique, une erreur, je viens de me renverser du café dessus, je suis très content, ça me semblait une erreur de positionnement énorme. Pourquoi? Bah, Spider-Man No Way Home, on s'y attendait, est un raz de marée au box-office. À l'instant où nous enregistrons cette vidéo, il a rassemblé 1,37 milliard de dollars. J'ai les chaussettes pleines de café, je suis heureux. 1,37 milliard de dollars, c'est énorme, ça fait de lui, encore une fois, à l'heure où nous parlons, le 12e plus gros succès sur le sol américain. Il est à plus de 600 millions de dollars de recettes amassées. Il est dans une position où il va pouvoir aller chercher les derniers Jedi. Il vient de dépasser le score aux États-Unis de Black Panther, donc c'est colossal. Et puis sa carrière n'est pas finie, donc il va continuer de progresser. Alors, bah voilà, énorme réussite pour Marvel. À quoi est-ce qu'elle est due? Bah, on le dit à chaque Marvel, mais elle est due quand même au fait qu'il y a un public fidèle qui continue de suivre et qui enchaîne, et ça c'est important. Évidemment, c'est dû au fait que, bah oui, les films satisfaisant leur public, bah ça s'amasse, il y a de plus en plus de fans de Marvel, tout simplement. Ajoutons également à ça que Spider-Man est à l'international, grosso modo, le super-héros le plus populaire et le plus suivi. Bon, bah vous ajoutez à ça en plus que le film a comme unique projet narratif et artistique de dire « Eh, ramenez-vous tous ceux qui ont aimé cette version-là, la version de Sam Raimi, la version de Mark Webb, on va tout mettre dedans !» Bon, et bah forcément, vous avez, on va dire, un public cible qui est gigantesque, vous avez un bassin de population énorme. Et comme le film, on va dire, après, à vous de voir si c'est quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais à l'inverse de Matrix 4, lui, caresse le public dans le sens du poil et vise à lui donner exactement ce qu'il est venu chercher, surtout pas à le surprendre, surtout pas à le stimuler, et bah à partir de là, oui, il y a énormément de gens qui veulent le voir. Et puis après, vous avez cet effet boule de neige où quand tout le monde va voir le film, vous aussi vous voulez en être. Et puis moi le premier, hein, j'ai envie de voir le film que mes potes ont vu, j'ai envie de voir ce film dont tout le monde parle. Donc il y a une mécanique d'entraînement qui fonctionne. Donc voilà, très clairement, même si on pouvait se douter de l'issue de ce match, je crois même qu'on en avait parlé nous déjà dans d'autres vidéos sur écran large, c'est très clairement Spider-Man qui a mis une énorme déculottée à Matrix 4, c'est incontestable, incomparable. Spider-Man est bien parti pour devenir un des plus grands succès de ces dernières années et en général de l'histoire du box-office, alors que Matrix 4 va rester comme un énorme coup d'épée dans l'eau et probablement pour de très nombreuses années l'acte de mort clinique d'une saga brillante, passionnante, mais sur laquelle les gens s'essuient déjà depuis trop longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'au-delà de vous citer les chiffres et de vous dire « Ah, ceux-là, ils s'en sortent bien, ceux-là, ils s'en sortent mal », eh ben, il y a un intérêt dans tout ça, c'est peut-être d'essayer de
commencer à interpréter, à analyser ce que nous dit cette situation. Moi, je crois qu'elle nous dit un truc, elle nous dit que, contrairement à ce que beaucoup annoncé, non, les salles de cinéma ne sont pas mortes. Bien au contraire. Vous avez été très nombreux à nous le dire, que ce soit sur cette page YouTube, que ce soit sur les commentaires sur le site, à prophétiser, à dire « Ça y est, avec la pandémie, plus la montée en puissance des plateformes, la salle de cinéma, c'est mort !» Et nombreux l'ont pensé, y compris chez les journalistes, chez les commentateurs, chez les professionnels, etc. etc. Eh bien, la preuve que non. Disney était parti au début pour faire du day and date, un peu comme Warner, avec certes une recette légèrement différente, mais c'était néanmoins l'idée. Disney a vite rétro-pédalé, constatant que ça lui provoquait des baisses de revenus énormes. Pourquoi? Parce que le cinéma est encore, peut-être que ça changera, sans doute que ça évoluera, mais ça n'est pas encore arrivé. Le cinéma demeure le cœur palpitant. En termes de symbolique, d'événementialisation, d'intérêt des spectateurs, c'est toujours la salle qui fait le film. Un film qui a eu un énorme succès en salle, qui débarque sur une plateforme, fait plus pour l'attractivité de cette plateforme qu'un film qui arriverait en premier lieu sur une plateforme. C'est exactement ce qu'a constaté Warner, qui a annoncé renoncer à sa politique de day and date après 2021. Donc effectivement, tous ceux qui ont voulu s'y risquer, tous ceux qui se sont dit, certes c'était du fait de la pandémie, du fait de la fermeture des cinémas, mais ne nous mentons pas, le modèle d'une plateforme, c'est philosophiquement, du moins c'était philosophiquement, de pouvoir supplanter la salle en permettant à un studio d'avoir tous ses revenus intégrés en son sein et de ne pas avoir à partager sa recette avec un distributeur, avec un exploitant de salle et avec les divers acteurs de l'économie traditionnelle du cinéma. Or, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, hors la salle, point de salut. Alors vous allez me dire, bah et Netflix? Très bonne remarque. Mais attention, Netflix fait figure d'exception, car aujourd'hui Netflix, avec ses 217-220 millions d'abonnés, est la seule plateforme à avoir atteint une masse critique et on va dire à avoir trouvé une technique, une méthode qui lui permet d'assurer sa propre autopromotion et d'événementialiser ses films. Mais attention, des films qui sont eux-mêmes finalement des produits très particuliers, la preuve, quand Netflix les sort quasi systématiquement en salle aux États-Unis, ça bide terriblement en salle. C'est-à-dire que le public les a identifiés pas comme des films de cinéma, comme des films de Netflix, comme des téléfilms, ce qui n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un simple constat, et que le public va les chercher pour ça. Quand on les lui sort en salle, ça ne l'intéresse pas. Et ça c'est un truc qui est, me semble-t-il, assez fort et qui nous montre que effectivement, en réalité, bien sûr, les plateformes vont continuer à croître. Je veux dire, attention, hein, Disney a dépassé la centaine de millions d'abonnés, mais d'ailleurs, on constate bien, et c'est bien pour ça qu'on a des services comme Stars qui sont arrivés, que Disney n'est pas en mesure, pour l'instant, de casser ce plafond de verre et de rattraper, d'avoir un public, une assiette de public aussi large que celle de Netflix. C'est quand même très intéressant à constater. Ce qui veut dire que la salle va rester clairement le nerf de la guerre. Alors attention, les situations sont disparates. C'est très vrai en Europe, c'est particulièrement vrai en France. Ça le sera moins aux États-Unis, où il y a, on va dire, des déserts de cinéma et où les plateformes représentent, pour le coup, c'est vrai, une véritable alternative à un cinéma qui est devenu très coûteux, qui propose des œuvres très peu variées sur les écrans. Donc effectivement, la situation américaine est un peu différente. Néanmoins, malgré cette situation américaine différente, on constate quand même que les studios américains ont bien du mal à se passer des salles, ils n'y parviennent tout simplement pas. Alors, encore une fois, la situation est particulière. Le cinéma américain est dans un état de déréliction, il est en ruine, en gros. Il y a des giga-blockbusters qui tentent et régulièrement qui arrivent à faire de super scores, mais les budgets moyens ont énormément de mal à amener leur public en salle. Les films d'auteurs, on va dire de super auteurs à gros budget, ont été tout au long de l'année des bides. Pensez à West Side Story, pensez évidemment à, mon Dieu, paix à son âme, au dernier duel de Ridley Scott, mais ce qui semble être aussi le cas, ce qui semble se dessiner pour ce pauvre The Kingsman. Bref, le cinéma américain est dans un sale état, néanmoins un sale état qui ne lui a pas permis de se passer de la salle. C'est donc autant plus vrai en Europe et en France où la salle demeure, avec un maillage beaucoup plus fort, le cœur de la vie cinématographique, et donc ça nous amène peut-être à une autre piste. Bien sûr, les plateformes vont continuer de croître et de se développer, elles vont prendre de plus en plus de puissance, c'est une évidence, mais si elles étaient en train de supplanter la télévision plutôt que le cinéma, si elles n'étaient pas tout simplement en train de supplanter ce qu'on pourrait appeler notre usage quotidien, de divertissement à la maison, accessible, d'images animées, bien plus que le cinoche. C'est ce vers quoi on se dirige pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, ça ne veut pas dire que ça ne bougera plus, ça ne veut pas dire que les plateformes ne vont pas continuer de grignoter des parts de marché à la salle, mais ça veut dire qu'à l'instant où nous vous parlons, pour le moment, la salle résiste et demeure le meilleur moyen pour un film d'être vu, d'être connu, d'être célébré et tout simplement
très littéralement, de rentrer dans l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que si vous l'avez aimé, il faut la partager, il faut nous mettre des doigts, enfin des pouces, il faut évidemment laisser des commentaires, nous dire des choses gentilles, des choses méchantes, mais surtout, si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, il faut vous abonner à Écran Large. Il y a un lien en description de cet article qui vous montrera comment devenir un membre premium de la communauté Écran Large. Pourquoi un membre premium? Ça coûte un peu de sous. Et littéralement, un peu de sous, mais nous on en a besoin pour vivre, pour demeurer un média indépendant, ou du moins le plus indépendant possible de la publicité. Nous, ça nous permet, en échange, parce que bien sûr c'est beaucoup un abonnement de soutien, tout simplement de vous filer des petits articles en bonus spécifiques pour les abonnés. Attention, Écran Large ne change pas, il reste un médium 99% gratuit, un quasi pure player, mais tout simplement on fait des petits cadeaux bonus. Oh putain, cadeaux bonus, j'ai pas dû dire ça depuis mes 8 ans. Aux abonnés, aux membres premium de la communauté Écran Large. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ces deux films, si vous êtes content ou pas de leur score, bref, quelles sont vos opinions. Et puis, écoutez, si tout ça vous a déplu, n'hésitez pas à insulter ma maman, parce que moi, je m'occupe de la tienne.